Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la restitution du Tour de France de l'égalité. Je vous vois nombreux et nombreuses, c'est la marque de votre engagement et je vous en remercie. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander de bien vouloir éteindre vos portables. Normalement, ça a été organisé de façon à ce que ce soit très rythmé, très dynamique, donc normalement, vous ne devriez pas vous ennuyer dans cette soirée. Et je vais très rapidement demander à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de bien vouloir me rejoindre à ce pupitre pour ouvrir officiellement cette cérémonie de restitution. Merci, mesdames et messieurs les ministres, les secrétaires d'État, cher Jean-Michel Blanquer, chère Laura Flessel, chère Geneviève Darrieussecq, chers mes collègues qui ne vont pas tarder à nous rejoindre, chère Olivia Grégoire, députée de cette circonscription, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, si elle est dans la salle et sinon elle va nous rejoindre, madame la déléguée régionale aux droits des femmes, chère Véronique Thomas, mesdames et messieurs les élus, chers amis, d'abord, merci d'avoir choisi de passer ce début de soirée avec nous, parce que je sais que l'agenda de toutes et tous est extrêmement chargé. En cette période pré-8 mars, journée internationale des droits des femmes, et non pas journée de la femme, mais également en cette journée de match PSG-Real Madrid. Je voudrais vous dire donc tout le plaisir que j'ai de passer ce début de soirée avec vous. C'est la restitution du Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce Tour de France de l'égalité, eh bien, ça a été tout simplement la plus grande consultation citoyenne qui ait jamais été organisée par un gouvernement. Elle a été lancée par le Premier ministre Édouard Philippe et moi-même le 4 octobre dernier. Et la démarche inédite visait à trouver une traduction concrète à l'engagement du président de la République, Emmanuel Macron, qui disait pendant sa campagne présidentielle « La loi a changé ». Maintenant, c'est la vie qui doit changer. Et comme le disait Simone Veil, il suffit d'écouter les femmes. Nous avons donc été guidés par cette écoute et cet état d'esprit de remontée de terrain pour écouter les femmes, mais aussi les hommes. Et je remercie ceux qui se sont mobilisés, qui ont tout à gagner pour faire progresser l'égalité des droits. Cette forte mobilisation, elle s'est traduite avec plus de 850 ateliers organisés et plus de 55 000 personnes mobilisées en métropole, en Outre-mer et même dans une quinzaine d'ambassades françaises à l'étranger. C'est une dynamique qui s'est prolongée sur Internet avec plus de 24 000 personnes qui ont répondu au sondage lancé sur Facebook et plus de 16 millions d'internautes qui ont suivi et relayé les éléments du Tour de France de l'égalité femmes-hommes. Les objectifs, ils étaient très simples. Objectif 1, identifier les bonnes pratiques. Et nous verrons ce soir des bonnes pratiques qui sont remontées du Tour de France de l'égalité femmes-hommes et que le gouvernement a décidé de généraliser à l'ensemble du territoire. Deuxième objectif, repérer les angles morts des politiques publiques pour y apporter des réponses. Et nous verrons encore ce soir, tout à l'heure, des exemples d'angles morts de politiques publiques qui ont été repérés et auxquels nous allons répondre très concrètement. Et troisièmement, adapter nos politiques publiques à la réalité de chaque territoire parce que la situation des femmes n'est pas la même et les besoins ne sont pas les mêmes selon l'endroit où vous vivez, selon votre vie, selon le nombre d'enfants que vous avez à faire garder ou pas, selon votre éloignement du point le plus proche de soins médicaux, etc., etc. Ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, il s'est déroulé dans un contexte particulier, celui du mouvement planétaire qu'on a appelé libération de la parole et que j'appelle libération de l'écoute, puisque j'ai le sentiment, comme je l'ai déjà dit, que ça fait des générations que les femmes essayent de parler et essayent de se faire entendre sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. C'est donc un contexte particulier et sans surprise, ce sujet des violences sexistes et sexuelles est apparu comme la première préoccupation de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Plus de 20 000 personnes en France ont organisé ou participé à des ateliers sur ce sujet. Les nombreux témoignages sont allés dans le sens de ce que disait le président de la République quand il a lancé la grande cause du quinquennat à l'Élysée le 25 novembre.
C'est toute notre société qui est malade du sexisme et il en appelait à un ressaisissement de notre société tout entière. Vous le savez, un certain nombre de réponses fortes ont déjà été apportées lors de ce lancement de la grande cause du quinquennat, avec déjà 25 mesures annoncées. Et certaines de ces mesures ont été mises en œuvre ou le seront très prochainement. Je pense au grand plan contre les violences sexistes et sexuelles que nous avons lancé avec le secrétaire d'État Olivier Dussopt la semaine dernière. Je pense au signalement en ligne pour les victimes de violences annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, grâce à la brigade numérique qu'il a présentée ces récents jours. Et je pense également au projet de loi que je présenterai au nom du gouvernement contre les violences sexistes et sexuelles pour assurer une juste condamnation judiciaire des violences en créant un âge en dessous duquel on considère qu'un enfant n'a jamais pu consentir à un rapport sexuel, en créant la verbalisation du harcèlement de rue, en allongeant également les délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Mais le Tour de France de l'égalité femmes-hommes, ça a été également l'occasion d'évoquer les progrès que notre pays doit encore accomplir en faveur d'une vraie égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Et 15 000 personnes ont participé aux ateliers sur cette thématique. C'est pourquoi nous allons rencontrer demain, sous l'égide du Premier ministre, avec la ministre du Travail, les organisations syndicales, pour annoncer avec eux des mesures fortes pour réaliser enfin l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 35 ans après la première loi française sur ce sujet. Enfin, ce Tour de France de l'égalité, il a été l'occasion de faire émerger des propositions d'absolument tous les aspects de la vie quotidienne dans laquelle l'égalité doit progresser. Je pense à l'accès aux droits, qu'il s'agisse de santé, sécurité, mobilité, la place des femmes dans les publicités et dans les médias, leur visibilisation, ou la conciliation vie professionnelle, vie familiale, qui est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel le gouvernement a lancé 2 missions, l'une sur le congé maternité pour les indépendantes, les auto-entrepreneuses, les agricultrices, et l'autre sur l'allongement ou la meilleure rémunération du congé paternité. Un certain nombre de nos propositions ont permis de nourrir la 50aine de mesures qui seront présentées par les ministres jeudi 8 mars en comité interministériel. Ce sera le premier comité interministériel depuis 4 ans. Il y a donc une 50aine de mesures qui seront annoncées. C'est beaucoup. C'est énorme. On prend le risque de faire en sorte que certaines de ces mesures passent sous les radars et qu'elles ne soient pas assez relayées, assez sues, assez connues. Mais c'est un problème de riche, entre guillemets. Je préfère avoir trop de mesures à présenter que pas assez. Donc parmi ces 50 mesures, nous en avons extraites certaines qui nous ont semblé emblématiques de la démarche du Tour de France de l'égalité femmes-hommes et que des ministres et des élus vont vous présenter tout à l'heure. C'est effectivement un chantier immense que de bâtir une société véritablement égalitaire. Je crois que le gouvernement ne pourra pas tout seul, mais je peux vous garantir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour agir. On n'a jamais autant débattu harcèlement de rue, violence obstétricale, consentement des mineurs aux rapports sexuels que depuis les annonces qui ont été faites sur le gouvernement il y a des mois de cela, bien avant d'ailleurs la révélation autour de l'affaire Weinstein. Je crois que c'est la preuve que nous pouvons, si nous le voulons politiquement et si nous le portons sans trembler, nous pouvons faire de l'égalité femmes-hommes un sujet important, un sujet majeur dans le débat public. Et c'est avec ce combat culturel, en conjuguant l'action publique et la parole publique, que nous pourrons arriver à ce ressaisissement de toute la société que le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé de ses vœux en lançant cette grande cause nationale du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes. Il y a près d'1 an, le 8 mars de l'année dernière, j'étais au Théâtre Antoine, en compagnie notamment de la députée Laetitia Avia qui nous a rejoints, et nous présentions alors le programme du président de la République pour les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est une forme de fierté pour moi de vous dire que, 1, nous tenons notre engagement sur la démarche en continuant ces consultations avec le Tour de France de l'égalité femmes-hommes, et 2, que d'ores et déjà, en 10 mois, une très grande partie des engagements du président de la République sont déjà réalisés ou sont en train d'être réalisés. Il nous reste bien sûr d'autres sujets à mettre en lumière. Je pense à la question femmes et numérique, je pense à la question des femmes retraitées, sur laquelle j'ai voulu ajouter un dernier atelier du Tour de France de l'égalité femmes-hommes. Mais je voudrais dire que globalement, notre mot d'ordre, c'est de dire que l'État est de retour pour les femmes. Trop longtemps, l'État a été suiveur,
a laissé faire la société civile, a laissé organiser des associations, souvent bénévolement, et l'État a suivi, a un peu financé parfois plus, souvent pas assez, mais a été en position de suiveur. Je crois qu'il est temps qu'en matière d'égalité femmes-hommes, l'État redevienne un moteur, une locomotive, et que l'État donne le là. C'est pour ça que nous avons des politiques publiques interministérielles, volontaristes, que nous assumons, et l'État redevient le moteur de l'égalité entre les femmes et les hommes qu'il aurait toujours dû être. Je suis assez optimiste sur les capacités de la France à faire en sorte que l'égalité femmes-hommes soit un sujet important, à faire en sorte que ce sujet résonne et rayonne à la fois en France, mais aussi partout dans le monde. C'est pour ça que nous conduisons une diplomatie de l'égalité femmes-hommes volontariste, que ce soit au G7, où j'étais à Taormina il y a quelques mois, à l'Organisation internationale de la francophonie, à la Commission européenne, où je me suis rendue également à plusieurs reprises, mais aussi aux Nations unies, où je serai à partir de la fin de la semaine pour porter la voix de la France et dire résolument que la France combat l'obscurantisme et le populisme, deux ennemis au niveau mondial des droits des femmes. Je suis assez optimiste parce qu'il y a ce qu'on appelle un signal faible ou un signal concordant. Les deux actrices qui ont été les premières à accuser Harvey Weinstein, Asia Argento et Rose McGowan, ont toutes les deux décidé de quitter leur pays pour s'installer à Paris, en France, parce qu'elles ont confiance dans notre pays. Je crois que c'est à nous de nous montrer dignes de cette confiance, de prouver que le combat pour l'égalité femmes-hommes n'est pas une guerre des sexes, mais au contraire, un combat pour vivre notre idéal de mixité et partager un même espace de travail, de vie, de transport, de loisirs, les femmes et les hommes. C'est la grande cause nationale du président de la République, c'est ma grande cause nationale et je l'espère, c'est votre grande cause nationale. Merci pour votre présence. Merci Madame la Ministre. Donc vous avez souhaité, et avec vous le gouvernement, donner la parole aux citoyens et aux citoyennes. Eh bien, quand on donne la parole aux citoyens et aux citoyennes, on a du monde qui répond. Et donc, on a eu un Tour de France absolument fabuleux, avec énormément de participation. Alors, c'est une démarche, comme vous l'avez compris, ascendante. On est allé chercher la parole des usagers, des usagères, des gens qu'on n'entend pas d'habitude, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et puis des acteurs et des actrices, bien évidemment, qui œuvrent aussi sur l'égalité, et vous en êtes. Alors, c'est 824 ateliers qui ont été donc mis en œuvre en France, partout en France d'ailleurs, avec 55 000 participants. Donc, et ces 55 000 participants, vous l'avez bien compris, vont permettre de contribuer à la construction des politiques publiques d'égalité qui seront déclinées dans le cadre de la grande cause nationale. Alors, à souligner aussi l'implication, non pas massive, mais au moins significative des hommes, puisqu'en fait, dans les ateliers, en moyenne, on a relevé environ 30% d'hommes. C'est une bonne chose, l'égalité se construit ensemble. Alors, parmi les grandes thématiques qui ont été abordées, Madame la Ministre les a citées tout à l'heure, bien évidemment, les violences sexuelles et sexistes, du fait de l'actualité, ont recueilli une très forte mobilisation dans nos ateliers, sans doute bien évidemment à la hauteur des inquiétudes de la population qu'il nous faut entendre. La formation, le travail est aussi un sujet délicat pour les Français, l'accès à l'emploi, l'insertion professionnelle, la vie quotidienne, la santé, la parentalité, l'éducation. À ce titre, l'éducation, c'est un certain nombre d'ateliers, mais c'est aussi une question récurrente dans tous les ateliers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait des gens qui soulevaient l'importance de l'éducation et du respect mutuel dès le plus jeune âge, quel que soit le sujet abordé. Alors, la mobilisation digitale, puisque ça a été aussi très moderne, a constitué un véritable succès. 5606 tweets et retweets, mais surtout vus par plus de 16 millions d'internautes. Oui, 16 millions d'internautes ont été touchés par le Tour de France de l'égalité. C'est un énorme succès. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser initialement, c'est un sujet qui intéresse l'égalité entre les femmes et les hommes et un vrai sujet de société. On se questionne, on se mobilise. C'est une question pour les Françaises et les Français. Alors, concernant le sondage Facebook, c'est plus de 24 000 participants, dont, là c'est super, une majorité de jeunes qui sont derrière la ministre. Et je leur disais tout à l'heure, merci, c'est bien, parce qu'on sent que vous nous supportez. Quand on est ici, c'est bien de sentir qu'on a du monde derrière. Voilà. Et la jeunesse, c'est elle qui est là pour relever tous les défis.
Alors, ce sondage a permis de recueillir des préoccupations majeures, bien évidemment, des concitoyens, des concitoyennes, et notamment de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer dans nos ateliers. Alors, pour les 2/3 d'entre eux, la situation progresse en termes d'égalité. Mais pour un tiers, elle régresse. Donc la situation est assez mitigée. Ça veut dire que la dynamique est engagée, mais que la politique publique est vraiment encore totalement nécessaire. Alors, la principale crainte des Françaises et des Français, c'est qu'un de leurs proches, une de leurs proches, soit agressée sexuellement, soit harcelée sexuellement. Le Tour de France fut l'occasion d'une prise de conscience, notamment pour les hommes. J'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes qui ont révélé qu'ils n'avaient pas conscience que leurs épouses, leurs filles prenaient des risques, quelquefois aussi, à sortir ou au travail et dans des sphères auxquelles on ne pensait pas obligatoirement. Donc c'est une véritable prise de conscience. 70% des personnes interrogées pensent que les affaires ont marqué un réel tournant. C'est-à-dire que les choses ont changé. C'est terminé. On ne peut pas dire, voilà, c'est un phénomène. Non, c'est un vrai phénomène social. Les violences sexuelles et sexistes, c'est un message qui est envoyé par la société. Ce n'est pas quelque chose qui relève de la sphère individuelle. C'est un problème social et sociétal. Et ça a pris, bien évidemment, comme le disait tout à l'heure Madame la Ministre, un tournant avec, à la suite de MeToo, bien sûr. De ce fait, aux questions pensez-vous connaître une femme agressée sexuellement? Eh bien, la réponse est oui, mais elle est oui à plus de 83%. Alors là, c'est vertigineux parce qu'on se dit, mais quand on regarde le nombre de plaintes enregistrées, même si elles sont en augmentation, plaintes pour viol, agression sexuelle, je vais vous rappeler que l'année dernière, les plaintes pour agression sexuelle et viol ont augmenté respectivement de 12 et 10%, et même de 31% au dernier trimestre, donc c'est-à-dire les effets aussi, bien évidemment, de l'actualité. Néanmoins, on a quoi? Sur l'année dernière, on a 24 000 plaintes pour agression et harcèlement sexuel, 16 400 plaintes pour viol. C'est pourquoi le président de la République, le 25 novembre dernier, a rendu un hommage national à ces femmes décédées sous les coups de leurs compagnons. Avec lui, le gouvernement s'est totalement engagé, on en a l'illustration aujourd'hui avec notre parterre de ministres, pour faire baisser le seuil de tolérance aux violences. Les Françaises et les Français sont en accord avec cette politique gouvernementale. Et pour finir, au niveau du questionnement Facebook, plus globalement, c'est une question qui est peut-être moins grave, mais néanmoins, vous avez presque 48% des participants et des participantes qui ont souvent le sentiment d'être traités différemment en fonction de leur sexe. Alors, traitement différencié, violences sexuelles, sexistes, aujourd'hui, ces sujets sont éminemment politiques. À ce titre, je vais inviter Claude Posternac à me rejoindre sur cette scène, ou même peut-être assis, ça sera encore mieux. Je vais récupérer l'autre micro. Alors, Claude Posternac, vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche, plus particulièrement délégué à la médiation. Alors, j'ai une question, c'est pensez-vous qu'il y a une spécificité entre les questions de harcèlement sexuel et sexiste et la politique? D'après vous? En très peu de temps, parce que tous les intervenants ont une consigne, c'est très incisif. Très rapidement, il y a malheureusement un lien entre la politique et les agressions sexuelles, un lien entre le pouvoir et les agressions sexuelles. Vous avez entendu parler ces derniers mois de révélations dans des syndicats étudiants, dans des mouvements politiques, dans des mouvements de jeunesse. Et ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave, puisque c'est des cas de harcèlement, c'est des cas de violence sexuelle. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que certains des dirigeants étaient au courant de ce qui se passait dans ces mouvements. Et ce qui est grave, c'est que lorsqu'on est au courant et qu'on ne bouge pas. Donc c'est violent, il faut bouger. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup encore de ces mouvements, alors que ces faits sont révélés, alors que des femmes extrêmement courageuses ont pris la parole dans Libération, dans Le Monde, dans différents supports, encore aujourd'hui, à ma connaissance, ces mouvements n'ont pas pris de décision pour faire changer les choses. Alors ma question, c'est que fait le mouvement La République En Marche justement pour faire changer les choses? Alors vous savez, on est un mouvement extrêmement jeune. Nous avons des centaines de milliers de marcheuses et de marcheurs dans notre mouvement, et cette jeunesse n'exonère en rien nos responsabilités par rapport à la fois au harcèlement et aux violences sexuelles.
C'est pour ça que nous avons décidé, en accord avec la volonté du président de la République, l'action du gouvernement et l'action formidable que Marlène mène depuis des mois et des mois pour faire avancer ces dossiers. Nous avons décidé d'être le premier mouvement à avoir un protocole qui suive toute affaire d'harcèlement et d'affaires sexuelles dans notre mouvement. Et je tiens à remercier Laetitia qui est là, puisqu'elle a travaillé avec nous. Et vous savez que les gens auprès de Macron sont extrêmement sensibles aux termes de temporalité, le temps long et le temps court. Alors on a mis du temps parce qu'il fallait qu'on se voie et il y a eu une forte mobilisation au niveau du mouvement pour échanger, pour prendre des décisions. Maintenant, on rentre dans le temps court et dans le temps court, c'est le temps de l'action. Donc je peux vous annoncer que dès la semaine prochaine, nous allons mettre en œuvre une politique de communication à l'intérieur du mouvement pour des sujets de prévention et surtout nous mettons en phase ce qu'on appelle une cellule d'alerte. Cette cellule d'alerte va permettre à tout adhérent, membre d'un comité local, simple adhérent, référent, élu, collaborateur d'élus, de pouvoir faire appel à une structure qui lui permettra d'abord de garantir une confidentialité, c'est-à-dire que cette personne pourra parler en toute confidentialité. Et face à ça, nous mettons en place des paramètres qui lui permettent de l'aider, que ce soit en termes de rencontres avec des associations ou parfois avec des institutions comme la gendarmerie et la police. Donc c'est un vrai événement, c'est un vrai changement. Nous sommes le premier mouvement à le faire. Ça a été une volonté forte de Marlène, ça a été une volonté forte de Christophe Castaner. Nous le mettons en œuvre et je remercie tous ceux qui se sont mobilisés au sein de notre mouvement pour faire avancer les choses. Madame la ministre. Oui, alors deux choses. D'abord, effectivement, j'excuse l'absence d'Elisabeth Morin-Chartier, qui est premier questeur du Parlement européen et qui a mis en place un protocole au Parlement européen pour lutter contre le harcèlement sexuel en politique au niveau européen. Et donc, l'idée, la politique publique qu'on met en œuvre, nous, c'est de mettre en open source à disposition de toutes et de tous, sur le site du ministère, les liens et les documents complets de toutes les organisations politiques qui auront mis en place un protocole. Donc, comme l'a dit Claude, moi j'avais annoncé au congrès de Lyon de La République En Marche la volonté de faire ce protocole contre le harcèlement sexuel. Claude Posternac s'en est saisi avec d'autres, avec Christophe Castaner. Mais l'idée pour nous, c'est pas de promouvoir ce que fait La République En Marche, c'est de dire voilà, ça existe, c'est à votre disposition. D'autres mouvements comme Benoît Hamon, par exemple, le mouvement de Benoît Hamon est venu à ma rencontre pour voir comment on pouvait partager sur ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui doit dépasser les clivages politiques et chaque mouvement qui a mis en place un protocole doit pouvoir le partager avec l'ensemble de la population pour que chacun s'en aspire. Chaque syndicat lycéen, chaque groupe, chaque association trouvera à partir des prochaines semaines sur le site égalitéfemmes-hommes.gouv.fr tous les protocoles existants, au nombre de 2 pour l'instant, celui de La République En Marche et celui du Parlement européen, mais il a vocation à être enrichi et à permettre à chaque organisation d'y avoir accès facilement, gratuitement, en quelques clics. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur Posternac. Je vais vous demander de bien vouloir regagner la salle. Et nous allons passer aux bonnes pratiques. Donc, dans la séquence bonnes pratiques, le Tour de France a permis des prises de conscience, comme on le disait tout à l'heure, sur les écarts de situation entre femmes et hommes, et a permis bien évidemment de trouver de nombreux réseaux à mobiliser, des politiques à développer, des partenariats à établir, mais aussi des actions nouvelles à initier. Donc, seules quelques-unes, hélas, pourront vous être présentées tout de suite. Et la première séquence portera sur l'éducation, et en particulier la lutte contre le harcèlement à l'école. Donc, à ce titre, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-Michel Blancher, donc, qui est ministre de l'Éducation nationale, Cédric Mouillat et Laura Bellois. Alors, Cédric Mouillat, vous êtes donc proviseur au lycée d'Osny, dans le Val d'Oise, et vous, Laura Bellois, vous êtes vice-présidente du conseil de la vie lycéenne. En quelques mots, Laura, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ce mandat, qu'est-ce que votre rôle ? Alors mon rôle, c'est de piloter des projets qui sont à l'initiative des élèves, visant notamment à construire un climat scolaire favorable, agréable, favorable à l'engagement et à l'épanouissement de tous les élèves. De nombreux temps forts sont proposés au lycée,
et vise notamment à sensibiliser et responsabiliser aux enjeux sociétaux et notamment aux questions relatives à l'égalité femmes-hommes. En effet, c'est une thématique qui est abordée de façon concrète dans l'ensemble de nos projets, ce qui nous permet de tous nous mobiliser autour de ces questions. Nous travaillons sur la thématique du développement durable de façon très importante. Nous avons notamment mis en place un potager pédagogique à vocation intergénérationnelle puisque nous travaillons avec une résidence seigneuriale et une école maternelle de la ville. Nous essayons à travers ce projet de montrer que travailler sur la lutte contre le dérèglement climatique permet aussi de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. La lutte contre le harcèlement scolaire est aussi l'une de nos priorités. Des ambassadeurs lycéens ont été formés et sensibilisent leurs pairs au harcèlement scolaire et à la lutte. Ils sont également chargés et sont mobilisés de repérer et prendre en charge les situations de harcèlement, notamment par l'accompagnement des personnes victimes de ces phénomènes de harcèlement. De plus, une collaboration est en train de se mettre en place avec les collèges de la ville ainsi que le conseil municipal de jeunes de notre commune pour porter à plus grande échelle ce genre de projet et lutter contre le harcèlement à plus grande échelle. Des actions plus ponctuelles sont également menées. C'est par exemple le cas de journées thématiques, comme notre journée d'engagement dont la prochaine session sera organisée le 13 mars prochain, durant laquelle nous abordons de nombreuses thématiques puisqu'elles visent à ce que chaque jeune puisse se faire sa propre définition de l'engagement qui corresponde le mieux à sa façon de percevoir le monde et la société qui l'entoure. Donc les thématiques qui seront abordées, elles seront nombreuses. Et on retrouvera parmi celles-ci l'égalité femmes-hommes, notamment par l'organisation d'un ciné-débat sur cette thématique, organisé en partenariat avec le service civique. Nous travaillerons également avec des athlètes olympiques et paralympiques ayant participé aux Jeux de Rio 2016, qui dialogueront avec les élèves sur la compatibilité du sport et du handicap, mais également sur la place des femmes dans le sport de haut niveau. L'engagement dans... Je disais impressionnant. Durant cette journée, l'engagement dans les instances de la République, la laïcité, l'apprentissage des gestes de premier secours, la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre le décrochage scolaire seront également au programme. Enfin, il nous semble extrêmement important de mettre les jeunes au cœur de cette réflexion, car ces jeunes, nous, seront les prochains citoyens, les citoyens de demain, les décideurs de demain qui devront mener ces politiques. De plus, ces jeunes, nous, toujours, avons envie dès maintenant de nous engager, de nous investir sur ces sujets, de pouvoir prendre la parole comme on a l'occasion de le faire ce soir. Et les actions qui sont organisées au lycée, elles permettent de valoriser la capacité d'action des jeunes, la motivation et la détermination dont ils peuvent faire preuve dans l'élaboration et surtout dans l'aboutissement de projets. Merci. Je crois que bravo Laura, je crois qu'on peut l'applaudir. Monsieur le proviseur, je crois que là, tout est dit. Il y a un programme alors d'une densité, on est tous ébahis. Est-ce que vous pouvez nous dire globalement comment vous traitez de cette question au sein de votre établissement scolaire ? Alors, moi en tant que proviseur, mon rôle c'est de soutenir les projets qui sont conduits par les élèves, mais il y a aussi les enseignants et l'ensemble des personnels. Donc voilà, la question de l'égalité homme-femme, elle est traitée dans un premier temps dans les programmes tout simplement et dans leur mise en œuvre, donc dans la classe, j'allais dire au quotidien presque. Ensuite, on a d'autres projets. Je pense notamment à des projets d'éducation artistique et culturelle. En particulier au lycée, on a un projet autour de la danse qui fait travailler filles et garçons avec des compagnies de danseurs professionnels. Nous avons également des ateliers, que vous avez pu voir, les ateliers d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dans lesquels nous allons travailler ces thématiques. L'idée, c'est de pouvoir déconstruire les images, les stéréotypes, les représentations des élèves par rapport au sexe opposé. Et de leur permettre de travailler au travers de thématiques que sont les inégalités salariales, la place des filles dans les filières scientifiques, l'image de la femme dans la publicité, il y a de quoi faire, voilà, et d'autres thèmes. Et puis cette année, nous avons lancé un autre projet un peu différent. Nous faisons travailler ensemble une classe de seconde professionnelle, une classe de seconde générale sur un projet interdisciplinaire avec 4 enseignants sur toujours une thématique de développement durable, mais avec en filigrane la question de l'égalité. Et ce projet met en œuvre et met en action filles et garçons, quelles que soient leurs compétences, sur des tâches identiques, avec l'idée de les faire travailler ensemble, de créer ensemble à un même niveau d'engagement une responsabilité. Voilà, rapidement. Merci, monsieur le proviseur. Alors, on voit bien là que c'est intéressant parce que c'est un projet qui est très global et partagé.
J'ai la chance d'avoir Monsieur le ministre de l'Éducation nationale à côté de moi. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cette pratique vous inspire ? Bonsoir à toutes et à tous. Ce qu'elle m'inspire, c'est que c'est évidemment ce que l'on souhaiterait partout. Et cela arrive souvent, ceci étant. On a dans toute la France des CAVL qui sont dynamiques et qui ont tout simplement une capacité à prendre des initiatives, à relier les idées entre elles, parce que ce qu'on voyait très bien dans ce que vous disiez, c'est que les sujets sont liés entre eux. Quand on commence à tirer un fil, on tire toute la pelote d'un monde meilleur, si je puis dire. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'on a besoin d'une jeunesse qui se prend en main. C'est entre parenthèses ce qu'on a fait pour la réforme du lycée avec les CAVL, avec des jeunes comme vous. Et c'est ce que je voyais hier quand j'étais à Dijon avec Brigitte Macron et qu'on a travaillé sur la lutte contre le harcèlement, dans lequel il y a évidemment une dimension de la relation homme-femme, comme ça a déjà été dit, et où on voit des lycéens et des lycéennes qui prennent de très belles initiatives. Et donc le dynamisme des CAVL est quelque chose qui rend optimiste sur cette prise en main. Et quand on a les proviseurs qui jouent le jeu et qui sont bien en soutien, c'est évidemment très bien. C'est mon temps. Vous allez me poser une autre question ? Je dois te dire tout ce que j'ai à dire là ? C'est tout. Là, alors, du coup, je dis ce que j'ai à dire à partir de ce que j'entends. Bon, le sujet est fondamental, c'est pour ça que je suis là ce soir, et je remercie beaucoup Marlène Schiappa de tout, de l'impulsion générale et de ce qui est possible grâce à son travail et de toutes ces équipes pour avancer. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'éducation est fondamentale sur un tel sujet, et je suis très heureux que ce soit vu comme tel, puisque c'est évidemment quelque chose qui s'impose à nous tous. On est donc très décidés à s'impliquer, à faire le maximum. On ne part pas de zéro, ça fait un certain nombre d'années que des actions importantes sont menées et qu'on progresse. Simplement, nous devons poursuivre la trajectoire et lui donner une grande force en se projetant dans l'avenir avec, encore une fois, un certain optimisme parce que beaucoup d'atouts sont là. Alors jeudi, nous aurons l'occasion d'en parler encore plus quand il y aura le comité interministériel et que la cinquantaine de mesures pourra être annoncée. Mais c'est vrai que l'éducation nationale aura largement sa part. Je voudrais distinguer quelques éléments, quelques axes. Il y a d'abord un premier axe qui est respecter autrui. Vous savez, je répète toujours lire, écrire, compter, respecter autrui. Respecter autrui, ça englobe et ça fait partie évidemment du respect entre les hommes et les femmes. Et cela signifie que tous les enjeux que l'on a dès l'école maternelle sont des enjeux de respect, mais aussi de vie en société. Et que donc, aussi bien dans l'évolution des programmes que dans l'évolution de la formation des professeurs, ou par exemple des ATSEM à l'école maternelle, eh bien, nous allons évidemment prendre en compte un certain nombre de propositions qui sont déjà sur la table. Il y a un deuxième axe qui relève un peu d'un volontarisme pour amener l'égalité homme-femme avec plus de puissance dans la société. Je pense à ce qui a d'ailleurs déjà commencé à être dit sur l'orientation. Par exemple, la question de la carrière scientifique des femmes est un énorme sujet d'intérêt général que l'on va pousser beaucoup dans les temps futurs. Et puis, il y a évidemment un troisième axe qui est non moins important que les deux précédents et qui est notre capacité à installer des politiques publiques d'égalité garçons-filles au cœur de l'école. Et là, nous avons aussi un champ extrêmement important. Cela commence par une des mesures concrètes que j'indique ce soir, qui est le fait d'avoir un agrément des associations plus systématique dans chacune des académies. Donc nous publierons les catalogues des associations agréées pour inciter les établissements à accueillir les associations agréées pour venir parler de l'égalité garçons-filles. Voilà. En réalité, tout ce qu'on fait au titre de l'éducation est rattachable à l'égalité homme-femme. Il y a à la fois des choses spécifiques et puis un état d'esprit général qui est tout simplement ce que j'appelle l'école de la confiance, c'est-à-dire une école où on vient avec confiance, où il y a une sorte de contrat social naturel entre les hommes et les femmes, et derrière la question de la relation homme-femme, une question qui en fait n'est pas binaire, une question qui est plus globale, c'est se respecter mutuellement, tout simplement. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre. D'abord, merci.
Merci au ministre de l'Éducation nationale. Merci aussi à tous ces lycéens et ces lycéennes et plus largement à tous les jeunes gens et jeunes filles qui se sont mobilisés parce qu'on a visité beaucoup de lycées, de collèges, d'associations, de groupes de jeunes. Et moi, je voudrais dire que souvent, on lit dans la presse un discours un peu négatif sur cette nouvelle génération, disant qu'elle serait égoïste, renfermée sur elle-même, etc., etc. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu dans ce Tour de France de l'égalité, dans tous les groupes, sont au contraire une génération qui est engagée, qui a une grande conscience de la société, du monde qui les entoure, qui a envie de changer ce monde, de l'améliorer, mais qui est tournée vers l'action et qui a vraiment besoin d'agir et de faire des choses pour les autres. Donc je trouve ça assez formidable et je voudrais vraiment le dire ici. Et puis cette mesure que vient d'annoncer Jean-Michel Blanquer, je crois qu'elle est tout à fait, c'est une mesure exemplaire du Tour de France de l'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire ça part du terrain, ça part de quelque chose que l'on constate. On constate quelque chose qui va bien, on constate un manque. Et c'est une réponse très concrète de politique publique qui est apportée à ce manque et qui illustre aussi parfaitement l'interministérialité, c'est-à-dire une remontée et une réponse du ministre de l'Éducation nationale qui fait en sorte eh bien, qu'on apporte une solution à ce sujet. Donc merci au ministre de l'Éducation nationale pour ça. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie. Je vais inviter maintenant les intervenants de cette première table ronde à regagner la salle et je vais appeler à nous rejoindre les personnes pour la séquence des femmes visibles. Il s'agit notamment de Madame Laura Flessel, ministre des Sports, et de Sophie Panonacle, qui est députée. Alors, la visibilité des femmes, eh bien, comme vous le savez, elles ne sont pas très visibles, les femmes. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous n'avons que 2% des noms de rues qui portent des noms de femmes. Nous avons aussi 75% des financements publics destinés aux loisirs des jeunes qui ne profitent qu'aux garçons. On voit tous fleurir les terrains de foot, les city stades, etc. Mais bon, voilà, on ne voit pas beaucoup les filles dehors. Les femmes agissent, mais souvent de façon très discrète. Et aujourd'hui, on manque de modèles. Et c'est crucial si on veut prendre des responsabilités, s'orienter de façon large, etc. Donc aujourd'hui, on va traiter de la question de la visibilité. Donc Sophie Panonacle, vous êtes donc députée. Vous avez souhaité distinguer et honorer sur votre circonscription des personnes qui sont engagées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter justement quelle est cette initiative, comment vous avez fait? Voilà. Bonsoir. Bien sûr, donc le 19 février dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir Marlène Schiappa dans le cadre du Tour de France de l'égalité sur ma circonscription du bassin d'Arcachon. Et à cette occasion, j'ai lancé les talents de l'égalité. J'ai voulu donner un caractère très officiel à cette cérémonie en remettant effectivement les médailles de l'égalité à certaines personnes donc, de mon territoire, un maire, le maire de La Teste, qui accueille l'association Femmes Solidaires et qui soutient cette association sur sa commune, des présidentes d'associations qui œuvrent au quotidien pour secourir les femmes victimes de violences, une ostréicultrice pour montrer effectivement que les métiers sont asexués, une équipe d'enseignantes qui a mené un projet avec des élèves du lycée de la Mer de Gujan sur le harcèlement sexuel qui a mené ce projet pendant de longs mois. Et également une jeune auteure provinciale qui, avec enthousiasme et force, vit sa passion qui est l'écriture. Et d'ailleurs, elle a pu remettre son premier ouvrage à Madame la Ministre. Voilà, ce qui permet effectivement de donner de la visibilité à ces personnes, aux actions qu'elles réalisent, et également tout simplement des personnes qui symbolisent l'égalité femmes-hommes dans la sphère publique et dans la sphère privée. Merci Madame la députée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ces femmes et ces hommes qui ont été décorés ont réagi et comment aussi la population a réagi à cette initiative ? Alors écoutez, tout d'abord la surprise, personne n'était au courant, beaucoup d'émotions, de la fierté bien évidemment. Et puis, immédiatement, ces personnes ont eu envie de partager cette médaille avec leurs communautés respectives. Donc, beaucoup de générosité. Et quant à l'accueil du public, eh bien, écoutez, il a été chaleureux, bienveillant. Et je crois ce qui nous montre effectivement que
honorer et distinguer des personnes de nos territoires, c'est important et c'est sans doute ce qui fera progresser notre société. Merci. Alors je vais me tourner vers Madame la ministre des Sports. Donc, qu'est-ce que cette pratique vous inspire? La pratique. Cette pratique, cette initiative. Oui, d'accord. Des remises de médailles pour une sportive, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Oui, tout d'abord, bonsoir. Merci de l'invitation. Merci, Marlène. Lorsqu'on parle de remise de médailles, c'est vrai que ça parle. Mais j'ai envie de vous dire qu'à travers cette distinction, il y a le travail de fond qui est fait. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de sport. Aujourd'hui, c'est un levier qui permet d'être dans l'inclusion. On utilise le sport aujourd'hui vraiment comme un engagement, un levier social, sanitaire, économique et diplomatique. Lorsqu'on regarde, on a énormément à faire et on en a beaucoup avancé, mais notre ministère a aussi traité, je dirais, de manière majeure la place de la femme. On a lancé, et j'étais ravie, le 5 septembre dernier, on a lancé un comité interministériel, un comité, permanent du sport au féminin, où là, on a travaillé sur 4 thématiques. La formation, la médiatisation du sport au féminin, la gouvernance du sport au féminin et derrière la gouvernance, la médiatisation, la pratique au féminin. Aujourd'hui, en 4 ans, nous avons plus de 355 000 femmes qui pratiquent. Sauf que lorsqu'on regarde, c'est 55% de personnes qui aujourd'hui sont éloignées de toute pratique. Des chiffres accablants, 3 millions de diabétiques, 10 millions de personnes en affection longue durée, et on a une réponse dans le sport. Et lorsqu'on regarde, le positionnement féminin est très éloigné. Le positionnement au féminin, c'est gérer une pratique plus à titre curative que préventive. Donc effectivement, il faut aussi, honorer toutes les initiatives. Et au sein du ministère, on est parti aussi sur un tour de France de l'innovation sociale par le sport pour valoriser les actions au féminin qui permettent aussi à la femme de penser à sa santé comme un élément de bien-être et non pas à titre curatif. Donc effectivement, toutes les initiatives sont bonnes à prendre, mais il faut cristalliser. Et à travers ce comité permanent, ça nous permet de travailler avec tous les acteurs, le mouvement sportif, mais aussi les acteurs économiques, les collectivités, puisque c'est la co-construction aujourd'hui. Et je suis ravie d'avoir ce Tour de France parce qu'effectivement, nous nous sommes fortement positionnés, mais non pas que pour remercier, mais aussi pour décrypter, casser les croyances. Et à ce titre, dans 15 jours, on va lancer la campagne nationale de lutte contre les discriminations, le sexisme, le racisme, l'homophobie. On a des grands événements qui permettent aussi d'appuyer cette stratégie pour que derrière, nous puissions faire des émules, que nous puissions penser bien-être, que nous puissions penser le sport et la cohésion. À l'intérieur des quartiers, et je reviens sur les territoires, encore aujourd'hui, nous avons des quartiers gérés, on va dire des zones blanches du sport. Alors, des zones blanches ou des quartiers prioritaires de la ville qui n'ont aucune infrastructure sportive, alors que derrière, on peut avoir un élément qui puisse en fait nous permettre de parler aux jeunes. Alors demain, on est ravis, il y a la lycéenne. C'est, un volet qui nous intéresse aussi, puisque les lycéennes décrochent. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes dans ce travail, de décryptage, d'analyse, d'évaluation pour créer aussi des offres d'activités physiques et sportives pour permettre à toute, à chacune de trouver sa place au sein de la société. Et l'idée, c'est avoir, une réaction, un comportement, pour sa santé, pour le bien-être et pourquoi pas, effectivement, je représente aussi la haute performance, mais à chacun son rêve, à chacun son projet. Oui. Merci Madame la Ministre. Quel programme! Madame la Ministre, vous étiez présente à la première remise de médaille donc de l'égalité par Madame la députée Sophie Panonacle en février dernier. En quoi cette mesure vous a inspiré? Oui, moi, je crois beaucoup, comme l'a dit la ministre des Sports, que je remercie pour sa présence et pour sa mobilisation permanente sur le sujet. Je crois beaucoup au rôle modèle et au côté inspirant. Donc, lorsque nous avons lancé Sport Féminin Toujours, c'était l'occasion aussi de mettre en avant des championnes de handball et des championnes sportives de façon générale qui peuvent inspirer des petites filles.
Et pour ceux ou celles qui douteraient du rôle et de l'importance des rôles modèles, moi je vous renvoie à cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux d'une petite fille afro-américaine qui regarde le portrait de Michelle Obama. Je ne sais pas si vous l'avez lu, et en sortant qui a été interviewée et qui a dit en fait elle me ressemble et ça peut être moi. Et c'est ça l'idée, c'est pas de dire que parce qu'on est une petite fille on a besoin de voir une fille, ou parce qu'on est un garçon on a besoin d'un garçon, parce qu'on est de telle couleur ou parce qu'on est roux on a besoin de voir quelqu'un de roux. L'idée c'est de pouvoir se dire c'est pas impossible pour nous, c'est pas interdit pour nous. La preuve, il y en a qui l'ont fait et ça peut inspirer. Donc je crois que mettre en avant les championnes sportives, ça peut inspirer, même simplement pour la pratique. Et effectivement, lorsque j'ai assisté à cette remise de médaille par la députée Sophie Panonacle, je me suis dit que c'était typiquement un exemple de bonne pratique qu'on devrait généraliser. Donc on va généraliser ça au niveau national et on va remettre, comme Sophie Panonacle, des médailles pour des talents de l'égalité au niveau national à des rôles modèles, des gens ou qui sont engagés dans des associations ou dans la vie publique, ou alors des gens qui sont des rôles modèles, qui sont, comme tu l'as dit, qui exercent des métiers, qui ont fait quelque chose et qui peuvent rayonner et inspirer d'autres personnes en chaîne de cette manière. Merci Madame la Ministre. Je vais inviter nos invités à rejoindre la salle. Et donc je vais maintenant inviter les intervenants de la séquence violence à nous rejoindre. Donc il s'agit de Thomas Meignier, qui est député, et du docteur Emmanuel Blanchet. Alors en ce qui concerne les violences, comme vous le savez, une femme décède en France aujourd'hui tous les 3 jours sous les coups de son compagnon, de son ex-compagnon. L'an passé, c'est 123 femmes qui sont décédées ainsi. Selon l'enquête Virage, c'est 225 000 femmes qui ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles durant l'année, et seulement 19% des femmes portent plainte. Alors ce ne sont pas des faits divers, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un phénomène social intolérable contre lesquels nous devons bien évidemment toutes et tous se mobiliser. Alors à cet égard, Emmanuel Blanchet, vous êtes urgentiste à Angoulême et vous avez initié un protocole de prise en charge des victimes de violences conjugales au centre hospitalier d'Angoulême autour du secret professionnel partagé. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment ça fonctionne ? Bonsoir, merci, bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc le secret professionnel partagé, c'est quelque chose qu'on connaît à peu près tous, mais pour le mettre en avant, il faut travailler ensemble. Donc j'invite tout le monde à travailler dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes à travers les réseaux, pour travailler en pluridisciplinaire avec la police, la gendarmerie, la préfecture et les docteurs. Dans le cadre de nos actions et du réseau, moi je travaille dans un réseau depuis 2002, donc on a une petite expérience, ce qui nous a permis d'évoluer et d'avoir ensemble une culture commune qui nous a amené à ce secret professionnel partagé. Parce qu'en fait, on a tous des représentations de nos différents métiers. Par exemple, le docteur n'est pas, dans le cadre des violences, qu'un prescripteur de certificat médical, c'est un soignant avant tout. Et il a fallu retravailler sur ce principe, qui était aussi celui qu'on connaît tous dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est que le certificat médical n'est pas un préalable au dépôt de plainte. Tout ceci nous a permis d'avancer ensemble parce que c'est une culture qu'on a instillée dans le département, au niveau de l'hôpital et puis au niveau de nos partenaires, surtout au niveau médical parce que c'était un petit peu nous les retardataires. Les associations étaient très performantes, la police, la gendarmerie sont très professionnelles dans ces domaines-là, mais il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble. Donc on a commencé par un protocole pour une prise en charge des agressions sexuelles et puis on a glissé vers l'accueil des victimes de violences au sein du couple. Sur le plan pratique, je vais vous deux exemples. Les urgences, c'est un haut lieu de repérage de toutes ces violences, bien évidemment, mais il faut s'y pencher. Et par contre, il est impossible de faire des choses dans le temps des urgences. Donc nous avons créé une consultation dédiée après le service des urgences, où nous recevons les femmes, et là, elles bénéficient d'un bilan médico, psycho-sociologique, avec de multiples partenaires pour prendre en charge les personnes de manière performante et puis globale. Ce qui nous a permis aussi de travailler, je finis juste, sur rendez-vous, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a réussi à travailler avec la police, la gendarmerie et avec l'hôpital
notamment où je travaille, sur rendez-vous, ce qui permet quand même de faciliter le parcours de ces victimes ou patientes de manière extrêmement importante. Et puis je finirai juste pour évoquer quand même l'importance de s'occuper de tous ces soucis dans l'axe psychologique, psychotraumatique, puisque maintenant avec la police on travaille et la gendarmerie et le procureur. D'abord on travaille avec des conventions, puisque nous ne sommes pas un centre hospitalier avec une unité médico-judiciaire, et grâce à ces conventions on a réussi à mettre en place des protocoles aussi de prise en charge pour prendre en charge ces traumatismes psychologiques, quels qu'ils soient, et notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci, vous pouvez nous dire concrètement en quoi ça a amélioré le parcours du combattant de la victime, en fait? Eh ben, on a tous des référents, hein, que ce soit à la police, il va y avoir des référents maintenant dans les lycées, mais on a tous des référents, à l'hôpital aussi. Il faut maintenant que ces référents prennent leur place. Est-ce que ça change? Ben, c'est juste, je vous dis, les femmes viennent, elles ne viennent pas forcément décrire ce qui se passe, ou elles viennent se faire soigner, ou elles viennent au commissariat pour déposer plainte, enfin par tous les moyens où elles peuvent arriver, mais surtout on essaye de travailler par rendez-vous. C'est l'évolution de notre travail en commun et du secret professionnel partagé, c'est-à-dire je sais, vous avez toutes et toutes été aux urgences, on voit bien que l'accueil est ce qu'il y a de plus de performant. Dans un commissariat pour déposer plainte, c'est pas possible qu'on n'ait pas une filière spécifique pour ces personnes et pour ces victimes. Et c'est, je pense, ça qu'il va falloir développer, qu'on ait un accueil et une filière qui soit spécialisée et qu'on soit pas dans le flux commun de toutes les autres problématiques. Je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, monsieur le député, vous avez été vous-même médecin urgentiste dans le service du docteur Blanchet. Pourquoi avez-vous souhaité que Madame la Ministre puisse être en contact et découvre cette expérience dans le cadre du Tour de France de l'égalité? Bonjour à toutes et tous, merci. Écoutez, de par effectivement mon expérience de médecin urgentiste avant d'être député, j'ai pu me rendre compte au quotidien du quotidien des violences conjugales. Malheureusement, les urgences, c'est un petit peu le reflet de la société, et on se rend compte que les violences conjugales, ça touche toutes les classes d'âge, tous les milieux sociaux, tout le territoire, et qu'il est important d'y répondre de la façon la plus adéquate qui soit pour les victimes, pour leurs enfants, dont on ne parle pas assez. Et en ce sens, le travail en réseau avec les forces de l'ordre, avec les médecins, les psychologues, les associations de victimes, les partenaires sociaux est essentiel. Et le travail en réseau, en coopération tel qu'initié vraiment par des professionnels en Charente, dont le docteur Emmanuel Blanchet est un des piliers, a fait la preuve de son efficacité sur le terrain. Et en ce sens, il me semblait très important de le faire connaître à notre ministre pour le développer plus largement. C'est une première étape très importante dans la prise en charge des violences conjugales. Il y aura d'autres travaux à faire en ce sens, mais nous serons nombreux engagés à tes côtés pour faire avancer cette difficile thématique. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, on perçoit au travers ces deux témoignages la nécessité de faire travailler ensemble, bien évidemment, des professionnels extrêmement différents autour des victimes, pour les victimes. Quelle méthode souhaitez-vous développer ? Oui, effectivement, ce que j'ai vu à Angoulême nous a beaucoup inspiré. On a énormément travaillé avec l'administration en rentrant et on a repéré des bonnes pratiques. Là, encore une fois, c'est un exemple vraiment de cette méthode du Tour de France de l'égalité femmes-hommes. On a repéré cette pratique à Angoulême. On a repéré aussi, par exemple, à Évry, une formation de tous les agents municipaux à repérer, à identifier les violences sexistes et sexuelles. Et donc, on va faire une forme de généralisation. On est en train de créer des contrats locaux contre les violences sexistes et sexuelles qui vont avoir lieu département par département, partout en France, à partir des prochaines semaines, sur la base, sur le modèle de ce que vous avez initié, de ce que vous faites à Angoulême. Merci. Je vais remercier les participants à cette table ronde et je vais inviter les prochains participants à me rejoindre. Donc sur la séquence entrepreneuriat, donc j'invite maintenant Claire Ciccolini à me rejoindre.
c'est bon, elle arrive. Donc, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, donc 2382 femmes ont bénéficié l'an passé d'une garantie, du fonds de garantie à l'initiative des femmes, c'est-à-dire que l'État se porte caution pour faciliter l'accès aux prêts bancaires des dames, parce qu'il y a encore des banques qui, quelquefois, ont quelques réticences. Alors aujourd'hui, en France, les femmes ne représentent qu'environ 30% des créateurs d'entreprises, alors qu'on a autant de femmes que d'hommes qui souhaiteraient créer, donc on en perd quand même, voilà, qui ne passent pas à la réalisation. Donc, Madame Ciccolini, vous êtes directrice adjointe de l'association BGE Corse. Vous accompagnez des femmes et des personnes fragilisées vers la création d'entreprises en Corse et vous obtenez des résultats supérieurs à la moyenne. Alors là, ça nous intéresse beaucoup, hein, parce que quand on met un euro, on aime bien savoir que c'est très efficace. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord vos résultats ? Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai, on a des résultats supérieurs à la moyenne, je pense parce qu'on est un réseau qui travaillons sur ces sujets depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on peut avancer que sur l'intégralité, je dirais, des personnes que nous accompagnons, 50% sont des femmes, contre 30% donc au niveau national, et 45% de nos créateurs sont des créatrices. Donc on est arrivé finalement à ces résultats parce que nous pensons qu'il n'y a pas de déterminisme en matière de création d'entreprise. Il faut sortir des représentations, il faut arrêter d'essayer de mettre les personnes dans des cases. Et je crois que c'est un petit peu ça qui fait bouger les lignes et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de la région Corse, je crois que la création d'entreprise est un formidable vecteur d'égalité. Alors, comment vous faites pour obtenir ces résultats-là ? Quels sont, quels sont vos modes d'action ? Quelles sont les bonnes pratiques pour obtenir ce résultat ? Écoutez, d'abord, je pense qu'on a une approche personnalisée donc, qui est axée sur la personne, sur son projet, sur son potentiel entrepreneurial. Et ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, on met en œuvre des actions en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, je vais vous en décliner quelques-unes qui me semblent importantes. C'est tout d'abord des ateliers de sensibilisation à la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous allons à la rencontre de ces femmes qui sont souvent isolées. Nous avons aussi des pratiques d'accompagnement, c'est-à-dire de conseils et de formation qui sont dédiés au public féminin, c'est-à-dire qu'on aborde des thèmes en entretien bien spécifiques, comme l'articulation des temps de vie, comme la perception de la création de l'entreprise par l'entourage, ce qu'on ne va pas forcément aborder avec un homme. Et puis, bien évidemment, on essaye aussi de mobiliser des aides spécifiques, vous l'avez évoqué, notamment pour permettre aux femmes d'avoir accès à un financement en mobilisant un fonds de garantie dédié. Ça, c'est pour la partie amont. Et nous essayons d'insister également, et c'est très important, sur la partie aval, c'est-à-dire le suivi de ces femmes créatrices, parce que nous avons aujourd'hui, et je le dis parce qu'on en est très fiers, un taux de pérennité à 3 ans des entreprises qui est de 74%, et c'est le même pour les femmes et pour les hommes. Et cela, on peut le faire en travaillant bien sûr sur le projet, la création de la personne, mais aussi pour lever des freins qui sont liés à la mobilité et à l'isolement. Et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre via un portail numérique, un club de créatrices numériques qui leur permet bien sûr de se parler, d'échanger, de réseauter, mais surtout d'avoir accès à de la formation en ligne via des modules d'e-learning pour avoir des formations à distance. Et je pense que ça, c'est très important. Je viens d'un territoire où il y a bien sûr des pôles urbains, mais aussi beaucoup de zones rurales où les femmes n'ont pas forcément accès à la formation aussi facilement que dans les villes. Et donc voilà, ça nous semblait important de mettre ça en œuvre. Et puis enfin, juste pour terminer, on met en œuvre des actions de valorisation de l'entrepreneuriat au féminin via des actions de communication. C'est d'abord des portraits de femmes qu'on met à l'honneur régulièrement dans notre site internet ou via les réseaux sociaux. Et puis, on porte tous les ans, c'est un concours qui existe au niveau national, c'est le concours Talent des Cités. Et nous avons un partenariat avec la DRDF pour faire en sorte notamment qu'il y ait beaucoup de candidates qui candidatent et d'avoir à peu près une proportion équivalente d'hommes et de femmes pour donner l'envie d'entreprendre et surtout que les femmes osent entreprendre. Voilà. Bravo, je crois que c'est une belle prise en charge globale.
Et c'est la clé du succès. Merci beaucoup. Madame la ministre, je sais que cette question de l'entrepreneuriat par les femmes est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, comment pensez-vous favoriser le développement de la création et de la reprise d'entreprises par les femmes ? Oui, d'abord, bravo pour ce que vous faites et merci d'avoir fait le trajet depuis la Corse pour être avec nous ce soir. C'était important pour moi que la Corse soit représentée parce qu'on peut avoir... partout en France, une représentation de la Corse. On est toutes et tous porteurs de stéréotypes, de clichés sur les autres, et on peut avoir une représentation de la place des femmes en Corse qui ne correspond pas à la réalité. C'est en réalité une région dans laquelle il y a très très peu, voire presque pas de phénomène, par exemple, de harcèlement de rue, et dans laquelle le taux de femmes qui créent des entreprises est donc largement supérieur à la moyenne nationale, et le taux de pérennisation est très important aussi. Donc je pense que c'est d'abord important de mettre ça en valeur. Ensuite, effectivement, on a des enjeux de création d'entreprises pour les femmes. Donc l'État s'engage à doubler le nombre de femmes chefs d'entreprise, le nombre de femmes créatrices d'entreprise, pour que toutes celles qui ont une idée à un moment puissent la concrétiser. Donc pour ça, j'ai signé un accord avec la CDC et 2 banques, la BNP Paribas et la Caisse d'épargne, qui s'engagent à financer, à lever tous les freins à l'accès au financement des femmes, à la fois pour la création, mais aussi pour le financement de la croissance de leurs entreprises. Et puis je crois aussi, encore une fois, au rôle modèle, au prix, à la valorisation. Moi, j'ai créé en Sarthe, là où j'étais élue locale, un prix pour les start-upeuses. Et j'ai revu, il y a quelques semaines, une start-upeuse qui avait été lauréate il y a quelques années. Et on lui a demandé qu'est-ce que ça a changé pour vous. Et la pire crainte quand on crée un prix, c'est que ça n'ait rien changé pour la personne. Et en fait, elle a créé du coup 2 autres entreprises depuis, parce que recevoir ce prix, ça lui a donné confiance en elle et ça a légitimé quelque part son statut de femme créatrice d'entreprise. Donc nous lançons au niveau national un réseau avec une ambassadrice de création d'entreprise par région. On a 13 chefs d'entreprise dans des domaines très variés, que ça soit l'ingénierie, du commerce en ligne, des matériaux, etc., etc. Et on crée une ambassadrice création d'entreprise par région pour faire en sorte que dans sa région, elle soit aussi un peu l'égérie de l'entrepreneuriat des femmes et qu'elle puisse aider d'autres femmes avec notamment un grand programme de mentoring pour avoir cette solidarité et soutenir les femmes qui créent des entreprises. Rappelez qu'une femme qui crée une entreprise, c'est comme un homme qui crée une entreprise. C'est pas pour avoir un revenu d'appoint, c'est pas pour s'occuper la journée en attendant que les enfants rentrent de l'école, c'est pour créer une entreprise. Et l'économie de notre pays a besoin qu'on crée des entreprises, qu'on crée de la valeur, qu'on crée de la richesse. Et peut-être pour finir, pourquoi votre action et pas une autre ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a une efficacité. Donc je crois que ce n'est pas sale, y compris en matière d'égalité femmes-hommes, de parler de résultats, de parler de chiffres, de parler d'efficacité. 1 euro d'argent public qui est engagé, ça doit être 1 euro utile. Et quand on fait une action, on doit pouvoir être en capacité de mesurer son efficacité. Donc bravo pour ce que vous faites. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie, tout à fait. Merci Madame. Donc je vais appeler maintenant Madame la secrétaire d'État chargée des armées, Madame Darrieussecq, ainsi que Madame la députée Céline Calvez et enfin Alban Pichon, commissaire de police à Levallois-Perret. Alors, comme vous le savez, il existe 87 familles professionnelles. Sur les 87 familles professionnelles, les femmes s'orientent dans seulement 13 familles professionnelles. Résultat, elles se font bien évidemment une très forte concurrence sur le marché du travail. Et d'un autre côté, on a des entreprises qui nous disent on ne trouve pas de compétences adaptées, on recherche des personnes et on n'a pas les ressources humaines adaptées. Donc, alors que nous avons ces deux aspects, ces deux constats, et qu'on manque toujours aussi cruellement de modèles identificatoires, parce que pourquoi les femmes ne vont pas dans le numérique, pourquoi les femmes ne vont pas dans certains secteurs ? Parce que, comme le disait tout à l'heure Madame la Ministre, souvent on n'a pas d'image, pas de représentation, et on ne sait même pas que ça existe. Souvent, il y a aussi beaucoup de métiers cachés. Donc, je vais d'abord me tourner vers Madame Alban Pichon. Donc, vous êtes commissaire de police à Levallois-Perret. Est-ce que je peux vous demander où en est l'accès des femmes à vos fonctions ?
Alors, pour ma part, dans ma génération, l'accès est plutôt bon. Il y a eu une certaine évolution et on peut dire que mes aînés ont poussé les portes un peu sauvagement parfois, puisque grâce à l'impulsion de la construction européenne, les quotas dans la police ont été supprimés en 92. Actuellement, on a 27% de femmes dans la police nationale et 20% de ces femmes sont dans les services actifs. Il y a aussi énormément de femmes dans les services administratifs, mais il y a 20% de femmes dans les services actifs, c'est-à-dire policières. Ensuite, je ressens et je pense qu'une fois que les femmes sont rentrées dans l'institution de la police nationale, la mixité a quand même été assez bien accueillie. Moi, personnellement, à mon niveau, je n'ai jamais reçu, en termes d'intégration, en termes de responsabilité ou même en termes de commandement, je n'ai jamais j'ai jamais ressenti de problématiques de genre là-dessus. On me pose régulièrement, je crois qu'à chaque fois on m'a posé la question si dans mon recrutement je pouvais me poser la question ou favoriser le recrutement d'une femme. Chaque fois je réponds non, mais j'ai quand même continué à me poser la question. Et c'est vrai que pour mes collaborateurs directs, qui sont souvent des officiers, il y a aussi beaucoup de mixité, mais dans des services spécialisés, et je repensais par exemple à ma BAC, à Levallois-Perret, ma brigade anticriminalité, donc il y a faire de l'action anticriminalité, il n'y a pas de femmes. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, la première chose que je m'étais dit, c'est dès qu'il y a une fille qui veut candidater, c'est sûr que je la prends. Candidater ? Alors, actuellement, non, parce qu'elles n'ont pas l'ancienneté, mais non pas qu'elles ne veulent pas. Mais mes effectifs, alors autant dans certains commissariats, ils veulent surtout pas de femmes parce que ça les retarde, elles sont pas fortes, elles sont pas fortes physiquement, etc. Moi, les miens, on leur a envoyé des stagiaires régulièrement et ils trouvent ça génial parce que personne n'imagine qu'ils sont policiers puisqu'ils agissent en civil. Et dès qu'ils ont une fille avec eux, en termes de filature, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, je peux répondre à votre question. Voilà, donc oui. Encore un secteur où la mixité des emplois est positive. Exactement. Mais en plus, ils aiment beaucoup travailler avec des femmes parce que ils le reconnaissent. Mais maintenant, je pense qu'il y a 20 ans, c'était pas la même chose. Mais c'est vrai qu'ils le reconnaissent en disant, elles pensent à des choses auxquelles nous, on n'aurait pas forcément pensé. En fait, elles ont une autre vision et ça nous apporte et on s'apporte mutuellement. Donc voilà. Après, en termes d'évolution de carrière et de poste à responsabilité, il reste encore des évolutions à faire, mais dans les plus hauts grades de la police nationale, les femmes qui ont actuellement l'ancienneté et l'expérience sont des femmes qui ont été là dans les premiers pas des femmes dans la police. Il y a toute une génération de femmes qui va arriver et de façon mécanique, il y aura une meilleure égalité en ce sens. Voilà. Avec les politiques volontaristes et l'arrivée des nouvelles générations, on peut penser que les choses vont s'améliorer. Madame Céline Calvez, vous êtes députée des Hauts-de-Seine. Vous avez organisé un atelier du Tour de France sur le thème des femmes dans les forces de l'ordre à Levallois-Perret, dans votre circonscription. Pourquoi avoir choisi cette thématique et cette mise en valeur ? Bonsoir à tous. En fait, ce choix est parti d'une surprise. Une surprise que j'ai eue en apprenant que les deux commissaires des deux villes qui constituent ma circonscription étaient deux femmes. Et en fait, cette surprise, je me suis dit, mais pourquoi c'est surprenant ? Ça veut dire qu'on a une représentation du commissaire qui est forcément plus masculine que féminine. Et donc, à partir de là, j'ai pu aussi constater qu'au sein de la brigade de sapeurs-pompiers, on avait des présences de femmes. Et je me suis dit, mais quelle est la réalité de la mixité au sein de ces métiers que je connaissais peu. Et en fait, l'idée était d'en savoir davantage et de le partager. Et puis, autre chose, ça permettait d'aborder un autre point qui a déjà été ce soir abordé, c'était comment au sein d'un commissariat on peut accueillir des femmes victimes de violences. Donc ça permettait d'aborder ces deux volets, mais au départ, ça part d'une surprise sur mes propres stéréotypes. Alors maintenant, si vous avez ces stéréotypes, vous n'êtes pas la seule. Non, je pense ne pas être la seule. Je pense que même en étant très impliquée sur les questions d'égalité homme-femme, on a toujours la place au doute
de se dire, mais finalement, est-ce que mes propres doutes, j'ai le droit de les écouter, j'ai le droit d'écouter mes surprises, et j'ai le droit de les partager. Et ces stéréotypes, c'est valable sur certains métiers, et c'est malheureux. Tout à l'heure ont été évoqués les métiers scientifiques, à 2 reprises, en disant que la place des femmes était non pas insuffisamment en progrès, on est même en recul. C'est là où ça devient vraiment interpellant. Et au sein de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale auquel j'appartiens, on travaille justement sur les relations entre les femmes et les sciences. Et simplement, moi je pensais qu'on était sur une progression lente. En fait, on est sur un recul. Et les questions que ça pose, c'est que c'est une menace sur la place des femmes, d'accord, mais même sur l'avènement des sciences et sur la façon dont on va pouvoir utiliser les sciences pour répondre à nos défis sociétaux. Quand on constate que parmi les programmateurs, parmi les codeurs, vous avez moins de femmes que ce qui était le cas parmi les programmateurs dans les années 80, ça soulève une attention et ça soulève un risque. Quand Alban Pichon parle des témoignages, les femmes policiers ont eu des réflexes que n'avaient pas eu les hommes policiers. Et ben c'est la même chose dans ces métiers-là. Si on n'a pas les réflexes d'étudier certains pans, on ne va pas avoir de réponse. Et donc ce n'est pas seulement une question de la place de la femme, c'est une question de la force de la science dans notre société. Absolument. Je crois qu'on peut vous applaudir. Madame la ministre, où en est-on dans l'armée et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je trouve que dans l'armée, on est bien. On est pas mal. Nous sommes la 4e armée la plus féminisée du monde, avec 22% de femmes. Dans les forces elles-mêmes, c'est 18%, puisqu'il y a du personnel civil qui sont compris dans les 22% que je citais initialement. Dans l'armée, il y a 400 métiers. Les 400 métiers sont accessibles aux femmes. Je crois qu'il faut le savoir. Et ce qui est important dans l'armée, c'est la compétence. Ce n'est pas le sexe. Être une femme n'est pas un avantage ni un inconvénient. Être une femme, c'est être une femme, mais si on a la compétence pour avoir un niveau de connaissance dans les domaines qui sont requis, eh bien, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, les salaires sont identiques aux hommes, entre les hommes et les femmes. Alors vous allez me dire, tout ça est un univers merveilleux. Bien sûr, non, c'est un univers qui me paraît intéressant et qui doit être relativement exemplaire aussi pour d'autres environnements professionnels. Tout, bien sûr, n'a pas été facile, puisque la féminisation s'est faite progressivement, comme vous le signaliez dans la police, madame. La féminisation s'est faite progressivement, parce que dans les armées, le stéréotype, c'est un métier d'homme. Excepté peut-être dans les métiers de la santé, dans les services de santé, où il y avait une majorité de femmes peut-être plus importante. Mais les femmes ont intégré progressivement les divers métiers. Il y a des femmes pilotes, il y a des femmes mécaniciens, il y a des femmes soldats de troupes, il y a des femmes à tous les niveaux, dans des métiers techniques, mais aussi dans des métiers qui sont moins techniques. Bien entendu, le frein des métiers techniques que vous venez de citer, madame, dans la formation, peut être un frein à l'accès aux femmes, mais c'est pas parce que ce sont des femmes, c'est parce que les femmes ne sont pas assez intégrées dans des formations scientifiques. Et moi aussi, j'alerte beaucoup sur ce sujet. Nous avons fait à l'intérieur du ministère une consultation justement sur l'égalité homme-femme, avec des retours très positifs, justement dans le cadre du tour de l'égalité, avec des retours très positifs, c'est-à-dire une prise de conscience qu'il faut que chacun continue de travailler sur cette égalité homme-femme, et des propositions qui ont émané des personnes qui ont répondu. Donc je crois que là aussi, dans chaque milieu professionnel, il peut y avoir, en consultant la base, il peut y avoir véritablement des améliorations à envisager qui partent des hommes et des femmes qui sont dans ces professions. Et enfin,
tout ceci est très porteur d'espoir, parce que je crois que l'engagement, parce que être dans les armées, c'est un engagement personnel important, particulier. Eh bien, cet engagement, qu'il soit féminin ou qu'il soit masculin, est accueilli avec le même enthousiasme, puisque les armées recrutent quand même 20 000 jeunes par an. Donc c'est quand même un accès à la jeunesse à des métiers divers. Donc ce que nous devons faire quand même, parce que tout n'est pas connu, c'est faire une promotion plus importante de cet état de fait, faire une promotion des métiers et faire en sorte qu'il n'y ait plus de stéréotypes qui circulent. Et moi, en tant que citoyenne, ou peut-être en tant que médecin aussi, il y a beaucoup de médecins, je trouve, ce soir, vous dire quand même qu'il y a aussi des stéréotypes dans l'autre sens qui me paraissent assez incroyables. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une crèche, vous n'avez pas l'habitude de voir un assistant maternel s'occuper de vos enfants. Eh bien pourquoi et pourquoi pas. Et je crois que justement, nous gagnerons tous à porter les métiers qui avaient une connotation, un stéréotype masculin, eh bien, à faire en sorte de les faire connaître aux femmes, et inversement, les métiers avec un stéréotype féminin, à faire en sorte que justement, ils puissent être connus des hommes et qu'il n'y ait pas de connotation d'ironie ou parce que c'est souvent ça. Malheureusement, qu'il n'y ait pas de connotation négative quand un homme ou une femme font le choix de métiers eh bien, qui ne sont pas classiquement des métiers, qui n'étaient pas classiquement des métiers identifiés comme des métiers masculins ou féminins. Merci Madame la Ministre, je crois qu'on peut vous applaudir. Madame la Ministre, comment comptez-vous déployer la mixité des emplois ? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, moi, comme la députée Céline Calvez, quand je suis allée à ces ateliers du Tour de France de l'égalité, je suis venue avec mes stéréotypes. J'ai remarqué, par exemple, que lorsque j'ai fait part du Tour de France, de l'atelier que nous avons fait à Clichy, quand j'ai dit, vous vous rendez compte, quand j'ai dit à des gens, il y a 2 femmes commissaires, 2 femmes responsables pour les forces de l'ordre sur la même circonscription, la question qu'on m'a le plus souvent posée, c'est « Ah bon, mais pourquoi ?» Et j'ai trouvé ça drôle, comme si on devait avoir une justification ou une raison pour qu'il y ait 100% de femmes sur un échantillon aussi petit que 2. Finalement, c'est juste qu'il y a 2 femmes. Donc ça nous montre à quel point ça nous interpelle. Et quand Geneviève Darrieussecq a eu la gentillesse de m'emmener justement à la rencontre eh bien, des militaires, qui est un univers que je suis allée découvrir à son invitation dans le cadre du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, j'étais là encore très surprise parce qu'on a eu beaucoup de jeunes hommes engagés qui étaient très mobilisés, qui étaient jeunes, donc qui étaient des hommes, qui étaient dans l'armée, donc la totale de tous les clichés dont on pense qu'ils ne vont pas s'intéresser à nos sujets, et qui en fait, beaucoup avaient déjà une réflexion extrêmement construite. Donc ça m'a vraiment marqué, et je crois que ça doit nous interpeller toutes et tous sur les clichés que nous avons nous-mêmes, et le regard que nous portons nous-mêmes là-dessus. Donc nous allons lancer une campagne de communication au niveau du gouvernement pour lutter justement contre les représentations stéréotypées qu'on se fait de tel ou tel métier, et pour mettre en avant eh bien, justement des femmes qui travaillent soit dans les forces de l'ordre, soit dans l'armée, mais aussi, je voudrais citer un atelier que nous avons fait sur les sports automobiles. Et pour terminer là-dessus, je voudrais dire que moi, ce que j'ai observé dans les témoignages de femmes, c'est que plus le milieu dans lequel elles évoluent professionnellement, alors je parle sous le contrôle de la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq, mais j'ai l'impression que plus le milieu dans lequel les femmes évoluent est codifié, c'est-à-dire là avec des grilles, des compétences, des classifications très précises. Dans les sports automobiles, c'est la même chose. On ne regarde pas votre performance artistique, on regarde le temps que vous avez fait dans la voiture sans regarder si c'était une femme ou un homme. Plus c'est codifié, moins il y a de stéréotypes et moins il y a de sexisme à l'intérieur de ce métier. Donc je crois que ça doit nous interroger aussi sur les pratiques que nous généralisons partout au niveau professionnel. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir fait découvrir cet aspect-là de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci. Merci Madame la Ministre. Merci mesdames. Donc je vais appeler donc la prochaine table ronde sur le thème de la précarité. Alors, en ce qui concerne les femmes précaires, donc aujourd'hui, nous avons 57% de bénéficiaires du RSA qui sont des femmes. Elles sont plus majoritairement que les hommes dans des situations de grande précarité.
précarité, notamment souvent en raison de l'isolement, même quand elles ont des enfants, parce que c'est aussi une façon de se cloisonner, et contrairement aux idées reçues d'ailleurs. Donc, Madame Sandra Gidon, vous êtes directrice de l'association Adage. Vous accompagnez à peu près 300 femmes par an vers l'insertion sociale et professionnelle, donc des dames qui sont quand même très éloignées de l'emploi. Pourriez-vous nous présenter les difficultés les plus importantes à lever pour les femmes que vous rencontrez et que vous accompagnez ? Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Pour les difficultés, j'en citerai deux. Tout d'abord, la précarité de l'emploi. Les emplois sont de plus en plus courts. Avant, on aidait des femmes à aller travailler et puis elles partaient. Et maintenant, elles partent mais elles reviennent. Et l'emploi ne protège plus de la pauvreté et donne plus de stabilité. Et c'est une grande difficulté. La deuxième que je vais évoquer, c'est l'autocensure. La grande difficulté qu'ont les femmes à faire des choix dont elles ont vraiment envie, à ne pas toujours privilégier d'abord les enfants, la famille, et à s'autoriser à. Et c'est vraiment, malgré toutes les méthodes pédagogiques qu'on peut mettre en place, je pense que c'est un des plus grands freins des femmes. On sait qu'une femme sur deux commence sa carrière, quel que soit le milieu d'origine, les études, le niveau d'études, par un poste en dessous de sa qualification. Et ça, quand en plus on est précaire, eh ben on s'autorise encore moins, évidemment. En effet, on a une étude récente de l'INSEE qui affirme cela, oui, tout à fait. Alors, comment vous faites pour aider les femmes à reprendre confiance en elles, à oser y aller ? Alors, bien sûr, une démarche d'apport d'accompagnement global, parce que vouloir accéder à l'emploi, c'est se confronter à l'insécurité. Quand on est en insécurité parce que la garde d'enfants, parce que les violences conjugales, parce qu'on découvre tout d'un coup qu'on est en mauvaise santé, il y a tout cet accompagnement global qui est fondamental. Mais aussi, il y a une quinzaine d'années, quand on voulait travailler, il suffisait de réussir l'entretien d'embauche, puis on travaillait. Maintenant, il faut des compétences sociales plus. Alors, on va au cinéma. Pourquoi ? Parce que vos collègues dans l'entreprise dans laquelle vous allez être embauché, ils vont peut-être parler d'un film qu'ils ont vu. Et quand on est pauvre, on ne va pas au cinéma, on ne va pas dans les cafés. Alors on sait que les femmes vont très peu dans les cafés. Alors dans les quartiers petits de la ville, à partir de 14 ans, on ne sort plus toute seule. Donc de toute façon, on va encore moins au café. On occupe en fait l'espace public parce que le fait de s'autoriser à aller au café, au musée, dans l'espace public, ça redonne aussi une valorisation. Et puis j'ajouterais, on fait du sport, on fait du taekwondo à Adage, parce que apprendre à affronter un adversaire et puis apprendre à prévenir la violence, ça aide aussi beaucoup parce que l'entreprise, c'est pas toujours simple. Oui, et puis ça donne confiance en soi aussi, on se sent plus sûr. Absolument. Est-ce que vous auriez une belle réussite à nous confier, quelque chose, une action dont vous êtes fière ? Écoutez, en fait, je suis très fière des ateliers qui ont eu lieu dans le cadre du Tour de France de l'égalité. Et grand merci à la direction régionale et départementale, c'est notre particularité à Paris, du droit des femmes, parce qu'elles ont joué le jeu. On a proposé que la déléguée départementale de Paris participe avec 6 groupes d'Adage à des ateliers où elle devait produire, comme les femmes d'Adage, des propositions, des préconisations sur le thème « Si j'étais ministre du droit des femmes et ministre du Travail, qu'est-ce que je proposerais ?» Et nous avons on a beaucoup travaillé sur la participativité souvent et vraiment être toujours émerveillés par les ressources et les capacités de notre public. On a été vraiment émerveillés de tout ce qui a émergé et on a eu la grande chance de le restituer devant vous, Madame Schiappa. Alors quand je dis on a eu la grande chance, moi j'ai écouté parce que c'est les femmes qui l'ont proposé et qui ont fait des propositions qui prouvaient vraiment. Et alors ce qu'elles ont dit devant tout le monde, elles ont fini en disant... attendez, il faut que je retrouve la phrase, je suis un peu émue, en disant « Nous, toutes les femmes, nous sommes vraiment expertes de l'égalité femmes-hommes ». Et à moi, en off, elles ont dit après, c'est dommage, on a oublié de dire quelque chose qu'on voulait vraiment dire, c'est que comme nous les femmes, dans la plupart des cas, nous élevons les enfants, nous pouvons vraiment faire bouger le monde. Bravo, je crois qu'on peut l'applaudir. En vous applaudissant, Madame, je crois qu'on applaudit toutes les femmes qui ont consulté ces ateliers, qui ont fait leurs propositions. Je crois que vous pourrez vous en faire le relais auprès d'elles. Ça leur fera chaud au cœur. Madame la Ministre, quelle sera votre priorité en termes d'accompagnement des femmes plus précaires ? D'abord, je voulais vous remercier. Effectivement, c'était un atelier du Tour de France de l'égalité qui était assez particulier parce qu'il était
assez émouvant et ça correspondait aussi à notre envie, c'est-à-dire d'aller écouter vraiment les femmes, toutes les femmes, elles directement, sans qu'elles passent forcément par plusieurs intermédiaires, mais de pouvoir vraiment parler et les entendre. Et effectivement, tout ce qu'elles nous ont dit sans aucun tabou était très intéressant, puisqu'à la base, on est parti du sujet des femmes au travail et de l'insertion professionnelle, et elles ont soulevé des questions. Par exemple, je me souviens de l'une d'elles qui a dit « Moi, je veux lever le tabou de l'infidélité au féminin », je ne sais pas si vous vous souvenez. Et elles ont comme ça déroulé tout le fil, et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour l'une de ces femmes qui ne peut pas lire le français, et qui a donc appris par cœur l'intégralité du déroulé de la restitution du Tour de France, ce qui est un travail énorme et qu'elle a fait donc en plus de sa vie et de toutes les contraintes de sa vie quotidienne. Donc ça nous montre aussi à quel point les femmes ont des ressources et une volonté et une capacité incroyable. Donc déjà, je voulais vraiment rappeler ça. Et ensuite, peut-être vous dire deux choses. La première, c'est qu'on a repéré un angle mort des politiques publiques dans ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, qui est la question de l'information autour de l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. J'étais marquée, moi, par le jeune âge, notamment, de beaucoup de femmes, partout en France, que ce soit des zones urbaines, rurales, des petites villes, des villages, des banlieues, de jeunes femmes qui m'ont dit « Moi, mon choix, en fait, en ce moment, c'est où je pars de chez moi, où je suis frappée par mon compagnon et je deviens SDF, donc je vais dormir dans la rue, ou alors je reste, j'ai un toit au-dessus de la tête, mais je sais que tous les jours de ma vie, je suis frappée. » Et de savoir qu'en France, en 2018, il y a encore des femmes qui ont des dilemmes tels que celui-ci et qui sont très, très, très nombreuses, bien plus que ce qu'on s'imagine. On rappelle qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Il y a des femmes qui n'en meurent pas, qui sont beaucoup plus nombreuses. Et moi, j'étais frappée par le fait de voir que très souvent, celles qui n'en meurent pas, d'après ce qu'elles nous disent, c'est par hasard ou par chance. C'est parce que par hasard, quelqu'un a sonné à la porte à ce moment-là. C'est parce que par chance, il y a eu telle personne qui est passée, telle personne qui a posé telle question. Et j'ai vu au cours de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes qu'il y avait donc peu d'informations. Dans plusieurs ateliers, on avait à un moment des élus qui parlaient avec des associations et qui parlaient avec des urgentistes ou des forces de l'ordre et qui n'avaient pas les mêmes informations sur les places en hébergement disponibles pour ces femmes. Donc, on a décidé de créer, l'État est en train de créer une plateforme de géolocalisation des places d'hébergement d'urgence disponibles pour les femmes victimes de violences conjugales et ou intrafamiliales, qui existera département par département, avec un accès réservé aux associations, aux élus, au monde, aux forces de l'ordre, à la justice, aux travailleurs sociaux, et je crois que j'en oublie, et aux urgentistes, pour faire en sorte que ces personnes-là, qui sont professionnelles de l'accompagnement de ces femmes, puissent avoir un accès en toute confidentialité, puisque l'idée est bien sûr, la plupart du temps, que ces lieux d'hébergement restent confidentiels. Et l'État réservera une partie des places en hébergement d'urgence en 2018 aux femmes qui sont victimes de ces violences conjugales ou intrafamiliales. Ça, c'est typique de ce qu'on fait dans ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, c'est-à-dire on repère un angle mort et on fait quelque chose. Ça passe pas par la loi, ça fera pas la une des journaux de dire qu'on a créé une géolocalisation pour les hébergements d'urgence, mais je crois vraiment que ça peut permettre de gagner quelques jours et peut-être parfois de sauver quelques vies de femmes parce qu'elles auront pu avoir cet hébergement et elles auront pu partir de l'endroit où elles étaient. Et je voudrais dire une dernière chose qui n'est pas une politique publique, mais qui est peut-être la chose qui m'a le plus marquée et qui m'obsède presque, que j'ai entendue pendant ce Tour de France de l'égalité. J'ai rencontré une femme dans un des foyers d'hébergement de ces femmes qui m'a raconté les violences qu'elle avait vécues, qui m'a raconté des choses horribles pendant très longtemps, les violences physiques qu'elle a vécues qui sont terribles. C'est une femme qui a fini par se vider de son sang par les oreilles sur le carrelage de sa cuisine, et je le raconte dans les détails parce que je pense que le voir en face, ça fait partie du début du processus. Mais c'est pas ça qui l'a fait pleurer. Ce qui l'a fait pleurer, c'est quand elle m'a dit « Est-ce que vous vous rendez compte que pendant 7 ans, personne ne m'a jamais dit bonjour le matin quand je me réveillais ?» Et cette phrase, elle est terrible parce qu'elle nous montre aussi à quel point les violences psychologiques peuvent être terribles, à quel point le phénomène d'emprise peut être terrible pour ces femmes et à quel point on a besoin de ce ressaisissement de la société dont parlait le président de la République, et on a besoin que les témoins interviennent, on a besoin que les voisins interviennent, on a besoin que les collègues interviennent, on a besoin que toutes les personnes qui se posent la question de se dire
il y a un changement de comportement, de se dire j'entends des cris dans l'appartement d'à côté, de se dire ma collègue, ça fait 3 fois ce mois-ci qu'elle est soi-disant tombée dans l'escalier, qu'elle s'est foulée quelque chose, etc. On a besoin que les témoins interviennent et à chaque fois que ce sera nécessaire, je me rappellerai de cette femme et de ce qu'elle m'a dit. Je crois effectivement que c'est terrible de passer 7 ans sans que personne ne vous dise jamais bonjour le matin. Merci Madame la Ministre, merci Madame. Il va me rester à remercier tous les participantes et les participants. Madame la Ministre, avant de vous laisser conclure, est-ce que vous pourriez nous présenter le calendrier qui va arriver, puisque cette soirée de restitution du Tour de France, en fait, constitue le premier acte du projet gouvernemental? Oui. Donc ce soir, c'est la première étape, c'est un peu le début du 8 mars. Donc merci à toutes et à tous d'avoir consacré votre temps et votre soirée à cette restitution. Ce soir, c'est le premier grand temps fort et donc c'est la fin de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes et c'est aussi un début puisque c'est justement le début de la mise en œuvre de toutes les politiques publiques qui ont émergé, qui ont été partagées pendant ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes. Ensuite, on a une deuxième étape demain matin, puisqu'en Conseil des ministres, il y aura une communication et donc un échange avec l'ensemble du gouvernement sous l'égide du Président de la République et du Premier ministre sur justement la restitution de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes et sur le bilan aussi des mesures qui avaient été annoncées par le Président de la République le 25 novembre. Le 8 mars, il y a donc un comité interministériel de l'égalité femmes-hommes et c'est à cette occasion que seront annoncées la 50aine de mesures portées par l'ensemble des ministères. Vous avez pu en avoir un aperçu là ce soir et il y en a énormément et elles seront donc annoncées demain sous l'égide du Premier ministre. Et nous aurons à cette occasion la visite du Premier ministre québécois et d'une partie de ses ministres qui viennent en France justement pour s'inspirer et pour échanger sur les aspects mondiaux de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et du 10 au 15 mars, je serai donc aux Nations Unies à New York pour la CSW pour porter la voix de la France sur l'égalité entre les femmes et les hommes et pour poursuivre un certain nombre de coopérations avec nos partenaires américains au niveau mondial parce que le World Economic Forum a indiqué que la date de l'égalité femmes-hommes dans le monde, c'était l'an 2234 et qu'on veut gagner 2 siècles et quelques, ce qui est très ambitieux, mais on voudrait les ramener à la fin du premier quinquennat du Président de la République. Merci à vous. Je demande à tous les intervenantes et intervenants de bien vouloir remonter sur la scène de façon à ce qu'on puisse faire une photo de groupe. Donc merci à toutes les personnes qui sont intervenues de bien vouloir nous rejoindre.